Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année où je vais évoquer nos tops de cette première partie de saison. Les circonstances actuelles avec des circuits amputés de plusieurs tournois font qu'on doit un peu s'adapter et au lieu de vous faire des vidéos top par mois, je vais le faire par bloc de tournoi en 2021. Ici, la fin de la tournée australienne chez les pros me paraît être un bon moment pour arrêter ce premier bloc, d'autant que ça coïncide à une fin de mois également. Mais certains blocs pourraient être plus courts, d'autres plus longs. Je m'adapterai au fur et à mesure de la saison. Je commence donc par nos top ATP pour cette tournée australienne. Et malgré un Open d'Australie décevant, c'est bien David Goffin qui est notre joueur ATP du mois. On l'avait laissé bien mal en point à la fin de 2020, avec de nombreux doutes et quelques soucis physiques. Et s'il avait débuté la saison par une demi encourageante à Antalya, sa tournée australienne désastreuse avait réveillé ses démons autant que ses détracteurs. Battu 2 fois 6-3 par le jeune prodige espagnol Alcaraz lors de son entrée en lice au tournoi préparatoire de Melbourne, le Liégeois a également perdu au premier tour de l'Open d'Australie face à un joueur à peine sorti des rangs juniors. L'Australien Popyrin l'a en effet battu en 5-7, mais c'est l'attitude de David qui était la plus inquiétante, car il a mené 2-7-1 et n'a jamais réussi à tuer le match. De son propre aveu, c'est en enchaînant les victoires qu'il retrouvera son meilleur niveau, et il le prouve fin février, en s'imposant au tournoi de Montpellier, ce qui est son 5e titre ATP, mais le premier seulement depuis l'automne 2017. Encore un peu poussif lors de son premier match, il s'améliore en cours de tournoi pour venir à bout du toujours très solide Roberto Bautista Agut en finale. Voilà la saison de David bien lancée et on espère évidemment qu'il pourra confirmer au printemps. La deuxième place revient à un joueur qui avait aussi très mal démarré l'année, Ruben Bemmelmans. Sa tournée australe s'est arrêtée dès le premier match avec une défaite au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, disputée exceptionnellement à Doha. Cette élimination face à un modeste joueur australien n'était pas de très bon augure, pas plus que ses 2 défaites d'entrée lors de 2 challengers organisés à Quimper. Ruben a toutefois obtenu un très bon résultat en double lors du deuxième, mais tout ça je vous en parlerai évidemment dans le top 3 de double. Ce résultat a semble-t-il été le déclencheur de sa saison puisque, dans la foulée, il a remporté le 6e titre en challenger de sa carrière à Cherbourg. Ce succès est vraiment très important pour Ruben qui n'avait plus remporté un titre à ce niveau depuis 4 ans. Sur sa route, il a dominé quelques solides joueurs comme le français Rinderknecht, 138e mondial, et surtout l'ancien top 30 Lucas Rosol en finale. Dans quelques secondes, j'évoquerai les mouvements au classement ATP et vous verrez que ce titre est d'une grande importance pour Ruben. Michael Geerts est plus habitué de notre top 3 futur, mais il a réussi en février le meilleur résultat de sa carrière. Sorti des qualifications lors du Challenger de Cherbourg, il vient à bout du grand espoir tchèque Forestek au premier tour, puis réalise sa plus belle perf en dominant le 116e mondial Denis Kudla, tête de série numéro 1 du tournoi. Qualifié pour son premier quart de finale en Challenger, il passe tout près de poursuivre encore sa route, mais s'incline finalement au tie-break du dernier set contre Ruben Bemmelmans. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres résultats au plus haut niveau, bien sûr, et on ne peut pas ne pas donner une mention à Kimmer Compeyens qui est sorti des qualifications de l'Open d'Australie, une performance qu'il réalisait pour la 3e fois en Grand Chelem, après Roland Garros en 2015 et 2017. Dans le tableau final, il n'est même pas passé loin de battre Jiri Vesely au premier tour, puisqu'il a mené 2-7-1 avant de céder en 5 manches. Et bien évidemment, il y a eu aussi le retour de Julien Canigna, absent des cours depuis quasi 1 an suite à une énième blessure. Lors de 2 challengers à Potchefstroom en Afrique du Sud, il n'a remporté qu'un match contre un qualifié et a chaque fois été battu par le Turc Ilkel. Mais plus que le résultat qui fut meilleur en double, j'en parlerai aussi un peu plus tard, c'est le simple fait de voir Julien rejouer qui fait vraiment plaisir. Au classement ATP, plusieurs joueurs ont perdu quelques plumes, mais il y a tout de même quelques points positifs. On peut voir par exemple que Ruben Bemmelmans revient dans le top 200 pour la première fois depuis septembre 2019. Avec son quart à Cherbourg, Michael Geerts fait aussi un joli bond, tout comme Julien Canigna beaucoup plus loin. Il n'y a évidemment aucun suspense au niveau du top 3 féminin. Elise Mertens le domine très largement, même si on ne prend en compte que les tournois en simple. Tracassée par une petite douleur à l'épaule, la Limbourgeoise a tout de même renoncé à disputer 2 épreuves inscrites à son programme, la première à Abu Dhabi et la dernière à Adélaïde. Mais entre-temps, elle a remporté un WTA 500 à Melbourne et c'est son 2e titre à ce niveau. Ah oui, petite parenthèse pour dire que la WTA a enfin revu la nomenclature absconse de ces tournois. Les tournois premiers divisés en mandatory, donc obligatoire, première 5 et juste premier, ce n'était vraiment pas clair, sans parler du côté un peu bizarre d'évoquer le premier de la saison. Aujourd'hui, les mandatory et les premières 5 sont regroupés sous l'appellation de WTA 1000, et ça tombe bien puisqu'ils sont au nombre de 9, tout comme les ATP 1000 masculins.
Les autres premiers deviennent des WTA 500, et il y a également une catégorie WTA 250 qui regroupe les tournois anciennement nommés International, mal nommés puisque les premiers étaient également des tournois internationaux. Enfin, les WTA 125 gardent leur nom et sont donc maintenant officiellement dans la liste des tournois WTA. Je referme cette parenthèse pour évoquer le titre d'Elise obtenu après quelques succès très importants. Elle a par exemple battu Elina Svitolina, 5e joueuse mondiale, mais c'est peut-être son succès sur Caroline Garcia au 3e tour qui fut le tournant de la semaine. Elise n'avait en effet jamais battu la Française en 3 matchs et restait sur 2 défaites crève-cœur en Fed Cup en 2019 et à Roland-Garros l'an dernier. Parvenir à la battre en 2-7 a donc libéré la Limbourgeoise, qui a donc ensuite battu Svitolina et dominé Kanepi en finale. Elle aurait dû affronter Naomi Osaka en demi, mais la japonaise a déclaré forfait avant le match. Après cette super semaine, Elise faisait partie des outsiders pour l'Open d'Australie, et elle a d'ailleurs brillé lors de ses 3 premiers matchs, balayant notamment Belinda Bencic. Elle n'a malheureusement pas survécu à un match piège face à une Karolina Muchova très en forme. Dommage, surtout quand on sait que la Tchèque est ensuite passée tout près d'une place en finale. Elise s'est consolée en double, mais ça, je vous le raconterai dans la section ad hoc. Très très loin de notre numéro 1 national, on retrouve Grete Minen qui confirme qu'elle est en train de s'affirmer comme notre deuxième joueuse, même si ce n'est pas encore le cas au classement. C'est du côté de Dubaï qu'elle démarre sa saison pour les qualifications féminines de l'Open d'Australie, et comme il y a un an, elle est parvenue à se hisser dans le grand tableau. Il s'agit d'ailleurs de son 4e tableau final de Grand Chelem consécutif, preuve là aussi qu'elle a vraiment franchi un cap dans sa carrière. Cette qualification lui a permis de se rendre à Melbourne, où elle a franchi un tour lors d'un premier tournoi WTA 500, avant de perdre contre Nadia Podoroska. À l'Open d'Australie, elle a eu la malchance de tomber d'entrée contre Petra Kvitova, mais ce fut une belle expérience pour elle sur un grand court. Enfin, sa tournée s'est achevée par un WTA 250, toujours à Melbourne, où elle a là aussi franchi un tour. Alison Van Uytvanck est notre 3e joueuse du mois. On l'avait laissée un peu mal en point l'an dernier avec un abandon à Roland-Garros pour dernière prestation. Sa tournée australe fut rassurante, avec d'abord un 2e tour lors d'un tournoi préparatoire, où elle a largement battu Sue Weisei, quart de finaliste à l'Open d'Australie ensuite. Et justement, lors du premier Grand Chelem de l'année, Alison a franchi le premier tour et n'a été battue qu'en 3-7 par Yulia Putintseva, 26e tête de série. Des résultats satisfaisants donc pour Alison, qui ne pourront malheureusement pas être confirmés dans un avenir proche puisqu'elle a dû subir une petite intervention chirurgicale au genou droit à son retour. Kirsten Flipkens aurait pu faire partie de ce podium sans un mauvais coup du sort. Lors de son premier tournoi, un WTA 500 à Abu Dhabi, elle a obtenu une bonne victoire contre Laura Siegemund avant de tenir la dragée haute à la 4e mondiale Sofia Kenin. Mais alors qu'elle avait pris le premier set à l'américaine, elle a marché sur un panneau publicitaire mal placé et s'est occasionné une entorse. L'abandon était inévitable et on ne l'a revue qu'un mois plus tard lors de l'Open d'Australie où elle a perdu d'entrée face à Venus Williams. Dommage donc, mais on a hâte de la revoir au même niveau au printemps. Au classement WTA, il y a peu d'évolution. Elise Mertens remonte de quelques places, mais moins que ce à quoi on pouvait s'attendre après sa belle victoire dans un WTA 500. Un meilleur parcours à l'Open d'Australie aurait certainement eu un plus gros effet sur son classement. Le circuit ITF World Tour a également repris début janvier, mais les tournois, déjà généralement en nombre limité à cette époque de l'année, sont réduits à peau de chagrin. 4 ou 5 épreuves maximum sont disputées chaque semaine, principalement sur le pourtour méditerranéen, ou en Asie où le virus est moins actif en ce moment. Et si tous les joueurs se retrouvent aux mêmes endroits, ces tournois sont bien entendu plus relevés que d'habitude, ce qui rend les performances plus compliquées. Et c'est d'autant plus valorisant pour un jeune homme comme Gauthier Monclin, qui a réalisé quelques belles performances en février. Il avait prévu de démarrer l'année mi-janvier à Monastir, mais à peine arrivé sur place, la Tunisie décidait un mini-confinement et la suspension des épreuves pour 3 semaines. Il est donc finalement revenu à Monastir début février, avec la première semaine un résultat assez faible, puisqu'il s'est incliné d'entrée face à un joueur moins bien classé que lui. Mais dès la semaine suivante, il s'est imposé pour remporter son 2e titre professionnel. Sur son parcours, il a dominé 3 têtes de série, dont le 380e mondial Aziz Dougaz, ce qui est en fait sa plus belle perf depuis le début de sa carrière. Et le parcours de Gauthier ne s'arrête pas là, puisqu'il enchaîne avec une 2e finale, où cette fois Dougaz prendra sa revanche, mais en 3-7. Lors de son dernier tournoi, Gauthier s'incline au premier tour, mais contre la 6e tête de série. Ce bon mois est en tout cas une confirmation de son potentiel, alors qu'il vient tout juste de fêter ses 20 ans. À 20 ans et 6 mois, son pote du centre AFT Arnaud Bovy est également très prometteur. Présent à Monastir début janvier, il a vu son tournoi de reprise annulé alors qu'il venait de passer le premier tour.
C'est à Sharm el-Sheikh qu'il a préféré effectuer son vrai début de saison, lors d'un tournoi où il devait pourtant passer par les qualifications. Solide vainqueur de ses 3 matchs préliminaires ainsi que de ses 2 premiers tours, il signe ensuite 2 victoires contre les top 500, dont une perf contre le 399e, pour se hisser en finale. Il y perd malheureusement contre un autre qualifié. La semaine suivante, toujours au même endroit, il vient à bout de Zizou Bergs, ce qui est aussi une très belle performance. Mais il est malheureusement contraint au forfait au deuxième tour, victime d'une petite blessure aux abdos. Yannick Mertens, à bientôt 34 ans, ne fait évidemment pas partie de cette génération. Notre recordman des victoires en futur, avec 27 titres, n'est pas passé loin d'en inscrire un nouveau début février à Monastir. Il s'est en tout cas hissé en finale, en battant notamment le favori local Skander Mansouri, avant de ne s'incliner qu'au tie-break du dernier set contre le Britannique Parker. La semaine suivante, il prenait sa revanche dès le premier tour et terminait sa course en demi contre Gauthier Onclin. De nombreux jeunes joueurs ont tenté leur chance durant cette première tournée. 2 d'entre eux seulement en sont revenus avec des points ATP. La plus grande mention est attribuée à Raphaël Collignon, qui a fêté ses 19 ans en janvier et qui n'avait pas encore remporté de match dans les tableaux finales de futur jusqu'ici. À Monastir début février, il est sorti des qualifications et a gagné 2 matchs dans le grand tableau pour atteindre les quarts de finale. Romain Faucon a lui aussi pris son premier point en passant un tour lors de sa deuxième semaine au Caire. La première, il avait échoué d'entrée, mais contre la deuxième tête de série. Il faut également noter le retour de Louis Herman, qui n'a pu jouer que très épisodiquement ces 18 derniers mois, suite à une grave blessure au genou. Le voir de retour sur le circuit était déjà une victoire en soi, même s'il n'a remporté des matchs qu'en qualification. C'est aussi un peu le cas pour Jeroen Van Est, qui fut 314e mondial durant l'été 2019, mais qui n'a plus joué depuis lors. Il a pu revenir pour disputer 2 tournois à Manacor et 2 autres à Antalya, mais a à chaque fois été battu au premier tour. Le retour vers son meilleur niveau s'annonce donc très long. De manière plus surprenante, le début de saison de Chris Heyman avec 3 défaites d'entrée à Manacor est assez inquiétant. On lui souhaite de vite se reprendre pour une année sans doute décisive pour lui. Si on prend le classement ATP des joueurs de futur, on voit une belle progression de Zizou Bergs, mais c'est parce que le classement de référence sur lequel je me base, ici appelé ATP début du mois, est le classement lors de la dernière vidéo que j'ai faite, et c'était donc avant son tournoi d'Anvers. Les vrais vainqueurs du mois sont donc bien Arnaud Bovy et Julien Onclin, de même que les 2 nouveaux venus, Raphaël Collignon et Romain Faucon. Comme beaucoup de Belges, Marina Zanevska était inscrite en qualification de l'Open d'Australie, où elle a atteint le 3e tour. Si ce résultat compte plutôt pour notre top WTA, il faut reconnaître que c'était un bon départ pour Marina, qui n'avait plus atteint ce stade depuis 2017. De retour en Europe, elle a encore disputé un 60 000 $, avant de prendre part à 2 25 000, et c'est ceci qui entre en compte pour notre top 3 ITF. Dès le premier à Grenoble, Marina y réalise une très belle performance, puisqu'elle sort des qualifications, puis se hisse en finale en dominant notamment la très talentueuse jeune danoise Clara Tauson, classée plus de 100 places au-dessus d'elle. Et en finale, Marina ne s'incline qu'au tie-break du dernier set, face à la très solide joueuse suisse Victoria Golubic, ancienne 51e mondiale. La semaine suivante à Altenkirchen, Marina atteint encore les quarts de finale, mais elle se blesse et doit abandonner juste après avoir remporté le premier set. J'ignore à cet instant quelle est la gravité de sa blessure. On espère évidemment que ce n'est pas grand-chose, même si elle a renoncé à disputer les tournois suivants jusqu'ici. Magali Kempen confirme qu'elle se sent très bien à Sharm el-Sheikh. Elle y a remporté son 8e titre ITF, tous des 15 000 $, et son 5e depuis 2017, dans la cité balnéaire égyptienne. C'est toutefois dans la froide salle d'Hambourg, pour un W25, qu'elle a débuté sa saison, mais c'était plutôt un faux départ puisqu'elle y a été battue d'entrée, en qualification et en 2 petits sets. Clairement, l'Égypte lui réussit beaucoup mieux, et elle le prouve en remportant donc son 8e titre pro. En chemin, elle domine notamment 2 top 400, dans un tableau assez relevé pour ce genre d'épreuve. En effet, il y a généralement peu de joueuses de ce niveau qui font le déplacement vers les bords de la mer Rouge, mais vu le peu de tournois disputés actuellement, elles n'ont pas trop le choix. Et donc le succès de Magali est assez remarquable, comme l'est son quart de finale la semaine suivante, où elle a aussi décidé de jeter l'éponge. Si cette victoire dans un tournoi si relevé est remarquable pour Magali, que dire de son adversaire en finale, qui n'était autre que Sofia Kostoulas. À 15 ans à peine, et alors qu'elle ne disputait que son 2e tournoi chez les adultes, l'élève de la Justine Henin Academy a donc atteint sa première finale. Et avec la manière, puisqu'elle a sorti en quart la première tête de série, la japonaise Okamura, classée à la 241e place mondiale. La semaine suivante, Sofia franchissait encore un tour, mais s'inclinait au 2e, sans doute un peu fatiguée par l'accumulation de victoires à ce niveau. Une autre très jeune joueuse, Amélie Van Impe, a fait ses débuts très réussis sur le circuit pro.
À 16 ans, celle-ci a atteint la finale du tout premier tournoi ITF qu'elle a disputé à Monastir, et ce en battant 3 têtes de série sur son parcours. Battue d'entrée la semaine suivante, elle est sortie des qualifications et a franchi le premier tour lors de la troisième, avant que le tournoi ne soit abandonné. Mais Amélie est un talent à suivre de très près assurément. Lors de cette tournée, elle était accompagnée de Tilwit Di Girolami, 17 ans, qui a atteint un quart de finale la deuxième semaine, en battant d'ailleurs Amélie. La première semaine, elle a franchi un tour, et lors de la dernière, elle s'était arrêtée d'entrée, mais face à la troisième tête de série. Lors de 25 000 $, donc l'échelle au-dessus, il faut aussi noter la belle prestation d'ensemble de Marie Benoît, le Pénoise qui a pu disputer pour la première fois des qualifications en Grand Chelem à l'Australian Open, et y a même franchi un tour. C'est surtout illustré à Grenoble, elle y est sortie des qualifications et s'est hissée en demi-finale, en sortant notamment la 168e mondiale. Pour le reste, elle a subi plusieurs défaites au premier tour, mais a tout de même vaincu Anna Konyu, une ancienne 20e mondiale, en qualification à Fujairah fin janvier. Enfin, il faut noter aussi la belle prestation d'Elissa Van Langendonk. Plus habituée des 15 000 $ où elle a déjà atteint 12 fois les demi-finales, elle a disputé 2 W25 en Afrique du Sud et est chaque fois parvenue à sortir des qualifications. Elle a tout de même aussi pris part à plusieurs W15 à Monastir et a atteint un quart et 2 huitièmes. En 2 mois, elle a donc déjà remporté 8 matchs. Marina Zanevska réalise la meilleure progression du mois au niveau des ITF de 15 à 25 000 $. Suite à sa finale à Grenoble. Vous pouvez aussi voir les 3 très intéressantes entrées des jeunes espoirs dont on reparlera sûrement beaucoup dans les prochaines années. Comme en simple, Elise Mertens surclasse la concurrence en double. Après un démarrage raté et une défaite d'entrée au tournoi de Melbourne avec la Slovène Klepak, elle a tout simplement remporté un deuxième titre en Grand Chelem. Le début du tournoi fut tout de même un peu poussif, notamment parce qu'Aryna Sabalenka, sa partenaire, avait dû renoncer au tournoi de préparation et manquait donc un peu de match. Mais à partir des quarts de finale, elles ont dominé en 2-7, successivement les têtes de série numéro 7, 4 et 3. En définitive, il n'y a qu'une ombre au tableau, le choix de la Bélarusse de se concentrer sur le simple. Elise va donc maintenant devoir se mettre à la recherche d'une nouvelle partenaire, mais on gardera tout de même longtemps en mémoire ce duo à la fois très sympathique et très efficace, avec donc 2 titres du Grand Chelem, 2 WTA 1000 et une accession au sommet du classement mondial. La saison de Sander Gillet et Joran Wigen a commencé en demi-teinte. Ils ont tout de même atteint l'écart lors du tournoi préparatoire de Melbourne, où ils ne se sont inclinés qu'au tie-break final face à la deuxième paire mondiale. Mais à l'Open d'Australie, ils ont été surpris dès le premier tour, un résultat bien entendu inférieur à leurs espoirs. Sander s'est un peu consolé avec un joli parcours jusqu'en quart de finale en mixte avec l'américaine Hayley Carter, mais la vraie bonne nouvelle est venue de leur halte sur le chemin du retour en Belgique. Ils se sont en effet arrêtés à Singapour, où ils ont remporté leur 5e titre ATP côte à côte. Et ils se sont en plus imposés sans perdre un set. Voilà en tout cas un titre qui fait du bien et qui offre de belles perspectives pour la suite de la saison. Kimberly Zimmerman poursuit ses belles performances en double, où elle excelle depuis plusieurs années. Après une première finale à Hambourg, elle a remporté à Grenoble le 16e titre ITF de sa carrière dans cette catégorie et le 8e dans un 25 000 $. Ce succès a en plus été acquis aux côtés de la Roumaine Rosca, avec qui elle n'avait encore jamais joué, preuve de sa polyvalence. Elle a ensuite encore atteint une demi-finale à Poitiers. 3 joueurs ont atteint des finales en Challenger, ce qui est plutôt rare pour des Belges depuis que Sander et Joran sont passés à un échelon supérieur. C'est d'abord Ruben Bemelmans qui est parvenu à Quimper, et comme je vous l'ai expliqué dans la page des pros, ça lui a plutôt réussi ensuite. En fin de mois, Kimmer Coppejans a atteint ce stade à Gran Canaria. Pour l'Ostendais qui joue relativement peu de double, il s'agissait tout de même de la 5e finale à ce niveau. Enfin, entre les deux, Julien Canina a démontré qu'il fallait encore compter sur lui, en disputant la finale à Potchefstroom, sa toute première en Challenger. On l'a dit dans la première partie de cette vidéo, ça fait énormément plaisir de revoir Julien à ce niveau. Au niveau des ITF plus petits, il y a eu un succès belge aussi, celui de Magali Kempen à Sharm el-Sheikh. Magali qui commence aussi à se forger un joli petit palmarès puisqu'il s'agit de son 13e titre en double déjà. 2 joueurs ont atteint une finale, Arnaud Bovy à Sharm el-Sheikh également, et Jeroen van Est à Manacor. Au classement de double masculin, vous voyez les très grosses progressions de Michael Geerts et Yannick Mertens. Là aussi, ça date du tournoi d'Anvers où ils ont eu une invitation et ont franchi un tour. La vraie bonne nouvelle de ce début d'année, c'est le bond énorme de Julien Canina après sa finale en Afrique du Sud. Au classement WTA, il y a peu de progression importante, hormis celle d'Elissa Van Langendonk, due surtout à une bonne fin de saison 2020. Mais il y a bien sûr le retour à la 2e place d'Elise Mertens, une 2e place qu'elle avait déjà occupée
après sa finale à l'US Open. Un rien devant elle, il n'y a que sa partenaire Aryna Sabalenka. Elise pourrait donc devenir numéro 1 mondial le jour où elle dispute son premier tournoi sans la Biélorusse. Ce n'est en tout cas pas le cas pour l'instant puisqu'elles sont encore inscrites ensemble à Dubaï la semaine prochaine. Pas de top 3 pour le tennis en fauteuil puisqu'un seul Belge, Joachim Gérard, a pu disputer des tournois, et pour cause, ce circuit a été réduit à peau de chagrin en raison de la situation sanitaire. Du calendrier originel, seul l'Open d'Australie a été maintenu, et pour ne pas que les 8 joueurs présents ne viennent des 4 coins du monde que pour ce tournoi, 2 autres épreuves de préparation ont été organisées les semaines précédentes sur le même site de Melbourne Park. La première semaine, Joe a eu la malchance de tomber d'entrée sur le numéro 1 mondial Shingo Kunieda, mais ce sera sa seule défaite du mois. En simple, il décroche en effet le second tournoi préparatoire en dominant 2 joueurs contre lesquels il éprouve beaucoup de difficultés d'habitude, le Britannique Hewitt et l'Argentin Fernandez. Et lors de la dernière semaine, Joachim va enfin toucher le rêve après lequel il court depuis des années, remporter un premier titre du Grand Chelem. En demi, il bat au terme d'un match très accroché le Britannique Gordon Reid qui l'avait privé de titre lors de sa première finale à ce niveau à Melbourne en 2016. Et en finale, il prend sa revanche du dernier Roland-Garros en battant à nouveau Hewitt, également en 3-7. Joe avait très bien démarré cette finale, menant 6-0 et 4-0, balle de 5-0, avant d'être tout de même un peu rattrapé par l'enjeu. Mais contrairement à Paris, il resserre le jeu dans le troisième set et ne laisse cette fois plus passer sa chance. Il n'y a pas de changement au classement, Joachim reste quatrième, mais grâce à cette victoire, il se rapproche du trio de tête, particulièrement des 2 joueurs classés juste devant lui. Il pourrait donc fort bien se hisser rapidement à la deuxième place s'il garde son niveau de jeu actuel. Chez les jeunes aussi, les circuits ont été largement rabotés. L'Open d'Australie a été supprimé, tout comme l'habituelle tournée en Amérique du Sud. Idem dans les catégories d'âge inférieures avec la suppression par exemple des Tisas ou de la Winter Cup. Seules quelques épreuves assez modestes et souvent dans des coins très reculés ont pu être disputées, ce qui me permet de parler de quelques jeunes dont on parle assez peu habituellement. C'est le cas par exemple de Marte Lambrecht. La Campinoise de 16 ans a pris l'avion pour Katmandou en compagnie de plusieurs autres joueurs belges, et ce long déplacement lui a été très bénéfique puisqu'elle y a remporté ses 2 premiers titres chez les juniors, un grade 5 et puis un grade 4. Elle a également atteint une finale en double la première semaine. Bien sûr, ses tableaux étaient plutôt faibles, et elle devra prouver qu'elle peut aussi performer à un autre niveau, mais enchaîner 10 victoires est toujours excellent pour la confiance, et on lui souhaite bien sûr que ces 2 titres ne soient qu'un début. Alessio Basile a joué les Globetrotters en ce début d'année, demi-finaliste d'un grade 5 à Offenbach, en Allemagne, début janvier. Il a ensuite pris la route de l'Égypte, où ses résultats en simple ont été un peu moins bons, mais il a tout de même atteint 2 nouvelles demi en double. Mi-février, on le retrouve du côté d'Islamabad au Pakistan, où il remporte son premier titre junior, avec la manière puisqu'il a battu 2 des 3 premières têtes de série. Cerise sur le gâteau, il a aussi remporté le titre en double. Alexander Blok, c'est le 3e joueur belge à avoir remporté son premier titre junior en cette période. Après avoir surclassé la catégorie U18 en Europe il y a 4 ans, il avait un peu marqué le pas, mais il semble à nouveau sur les bons rails. Il a en tout cas remporté assez facilement un grade 5 à Antalya, et ça devrait lui permettre de trouver ses marques sur ce circuit U18. D'autres joueurs ont réalisé de belles performances au même niveau, sans soulever de trophée en simple pour autant. On pense par exemple à la liégeoise Romane Longueville, dont le cœur balance encore entre le tennis et le basket, où elle excelle également. Elle a atteint la finale des 2 tournois au Népal, seulement battue donc par Marte Lambrecht, et elle a aussi remporté la 2e épreuve en double. Idriss Adouche a atteint la demi-finale à Offenbach, ainsi que 2 quarts à Antalya. Le premier après être sorti des qualifications. La première semaine de l'année, au grade 4 de Francfort, il s'était imposé en double avec Noah Mer qui lui atteignait les demi-finales en simple. Il y a tout de même eu quelques résultats à un niveau supérieur. Martin Katz et Amélie Van Imp se sont hissés en quart de finale d'un grade 3 à Manacor, alors que Gilles Arnaud Bailly atteignait ce stade à Šiauliai en Lituanie. Dans ce même tournoi, Anne van der Winkel se frayait même un chemin jusqu'en demi-finale, en battant notamment le petit prodige tchèque Brenda Fruvirtova. Au classement, Anne van der Winkel fait d'ailleurs une très belle opération. En se hissant dans le top 50, elle devrait pouvoir disputer Roland-Garros et Wimbledon. Pierre-Yves Bailly, Martin Katz et Sofia Kostoulas sont aussi actuellement en ordre utile et pourraient être rejoints par d'autres, pourvu évidemment que ces tournois soient disputés cette année. Oui, petite précision, le classement début du mois
pris en compte ici date aussi de notre dernière vidéo en octobre, et comme tous les joueurs nés en 2002 ont été exclus du classement ITF Junior ce 1er janvier, eh bien ça explique toutes ces belles progressions que vous voyez. Certains bons sont tout de même beaucoup plus importants grâce aux résultats réalisés en janvier et en février, particulièrement pour les joueurs dont je vous ai parlé, Alessio Basile, Alexander Blocks, Idriss Adouche, Martin Lambrecht et Roman Langville. Il n'y a pas eu par contre de résultats significatifs dans les catégories d'âge inférieures, donc pas de vrai changement au classement non plus. Au vu de la situation sanitaire, il n'y a toujours pas eu de tournoi du Belgian Circuit, donc cette rubrique, vous la retrouverez probablement à mon avis pas avant l'été. Voilà, ceci termine en tout cas notre top 3 du mois de janvier et de février, ou de la tournée australienne si vous voulez. En principe, la vidéo suivante fera le point sur les résultats d'ici à la fin du tournoi de Miami, voire une semaine plus tard en fonction de l'évolution des circuits ATP et WTA en avril. Donc ça devrait comprendre entre 5 et 6 semaines de tournoi. D'ici là, portez-vous bien et courage à tous où que vous soyez. Ciao!